Voilà, ben on va, Bonjour à tous. on va pouvoir commencer. Donc, on est vraiment extrêmement heureux de pouvoir établir ces sessions et ces rendez-vous agri-urbains, donc qui sont faits en concordance et en collaboration entre le Québec et voilà Marilyn, hein, bonjour Marilyn, le Québec et ici la Belgique. Et donc, c'est un partenariat qui a été établi, enfin, on se connaît depuis de nombreuses années, et puis on a formalisé les choses il y a plus d'un an avec Eric. Et l'idée ici, c'est de pouvoir présenter les travaux de chaque côté de l'Atlantique, je dirais, et de communiquer, et de vous communiquer, de vous faire partager nos expériences respectives. Et je pense que ça va être très enrichissant. Et ça veut dire aussi que les participants font partie des deux côtés de l'Atlantique aussi, et c'est ça qui est vraiment, je dirais, extraordinaire de pouvoir le faire et de trouver un créneau horaire qui puisse arranger tout le monde. Euh, alors pourquoi ces rendez-vous communs? C'est parce qu'on s'est rendu compte avec Eric qu'on a des plateformes qui ne sont pas similaires, mais elles ont les mêmes vocations et toutes les deux sont quelque part assez exceptionnelles de par le monde, de par la diversité, de par les disciplines qui y sont entrevues et qui y sont exploitées, je dirais. Et c'est pour ça vraiment qu'on en a décidé de faire ces rendez-vous en commun. Alors, cette première soirée est une première soirée euh, qui sera située un peu plus sur les aspects scientifiques, mais scientifiques appliqués. Hein, on a vraiment voulu quand même essayer de vous montrer de faire un focus sur l'aquaponie et de vous montrer des résultats de recherche qui sont faits chez nous, au CERO, et qui ont été obtenus après 5 ans, 6 ans de recherche à l'occasion de 2 doctorats différents. Et donc, on va commencer avec le travail de Gilles. Donc, peut-être avant de partager, Gilles, une dernière chose. Donc, pour nous, c'est la première fois que l'on travaille avec ce logiciel Microsoft Teams avec un aussi grand nombre de personnes. Hein, je vois que vous êtes 60, maintenant on est 64 en tout. Donc, on a décidé pour ce premier essai de donner la possibilité de caméra et de micro uniquement aux organisateurs et présentateurs. Si vous souhaitez poser vos questions, faites-le dans la conversation ou le chat en anglais. Donc, n'hésitez pas. Donc, pendant que Gilles va faire sa présentation, moi, je vais m'occuper de regarder toutes ces questions et les digérer et poser des questions à Gilles de votre part. Et puis après, Gilles fera la même chose quand moi je présenterai. Voilà. Donc maintenant, Gilles, C'est mon tour. Voilà. nous te laissons la parole. Oui. Alors, je vais partager mon écran. Ça devrait fonctionner. C'est bon. Super. Alors, ok. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Gilles Stevenakers et je suis doctorant donc, au Centre de recherche en agriculture urbaine, donc à Jean-Blou Agrobiotech en Belgique. Donc, aujourd'hui, nos sujets de discussion, de présentation à Eissam et à moi, ça va être les micro-organismes en aquaponie. Eissam, tout à l'heure, vous parlera plutôt des micro-organismes bénéfiques pour la croissance des plantes ou les micro-organismes en général. Moi, je vais être un peu plus focus et je vais vous parler du microbiote, donc des micro-organismes bénéfiques, mais pour lutter contre les maladies des plantes. Alors, premièrement, je vais un peu introduire quand même l'aquaponie, hein, il faut quand même que je fasse ça, avec notamment un exemple donc, et des photos qui proviennent de notre système aquaponique que nous avons à Jean-Blou, qu'on appelle la PAFBOX. Donc la PAFBOX, pour Plant and Fish Farming, c'est notre système aquaponique, et comme tout système aquaponique, il est constitué de quoi? D'une première partie qui est l'élevage de poissons. Chez nous, on a utilisé
du tilapia, donc c'est de l'aquaculture recirculée, si vous voulez, auquel on est venu ajouter une culture hydroponique de plantes, comme vous voyez ici. Et donc, ces deux parties vont fonctionner ensemble dans un cycle qu'on pourrait dire vertueux, où chacune des parties profite des avantages fournis par l'eau. Donc, les poissons vont fournir des effluents aux plantes, et les plantes vont donc utiliser ces effluents, les nutriments donc présents dans l'eau, pour leur croissance. Et de leur côté, les plantes font en quelque sorte une sorte d'étape de filtration de l'eau et donc améliorent la qualité de l'eau pour les poissons. Après, en plus de ces deux parties-là, donc poissons et plantes, il y a également une dernière composante qui est hyper importante, c'est les micro-organismes. Donc souvent, pour ceux qui connaissent un peu l'aquaponie, on décrit essentiellement les bactéries nitrifiantes. Donc pour leur action de nitrification, donc ces bactéries-là sont responsables de la transformation de l'ammoniac finalement en nitrate, et les nitrates sont alors utilisés par les plantes. Donc ça, en général, c'est vraiment ce qui est décrit, ce qui est connu, c'est les bactéries nitrifiantes. Maintenant, il y a toute une autre série de micro-organismes dont on parle beaucoup moins dans le domaine de l'aquaponie. C'est par exemple, on va avoir les micro-organismes pathogènes, que ce soit pathogènes de poissons, pathogènes également de plantes, et on va aussi avoir tous les micro-organismes bénéfiques, soit pour par exemple la croissance des plantes, pour la lutte contre les maladies des plantes, et aussi des micro-organismes bénéfiques pour les poissons, le microbiote intestinal, etc. Et en fait, moi, la partie sur laquelle je vais me focaliser, c'est les micro-organismes bénéfiques pour lutter contre les micro-organismes néfastes, donc les pathogènes des plantes ici. Alors, je vous remets un petit peu dans le contexte de la gestion des phytopathogènes en aquaponie. Il faut savoir en fait que c'est assez difficile de contrôler les pathogènes dans un système aquaponique couplé, où il y a donc une seule boucle de recirculation de l'eau entre poissons et plantes. Donc, en fait, il faut savoir que l'essentiel des mesures qui vont être mises en place en aquaponie pour protéger les plantes des pathogènes, ça va être des mesures préventives et également des moyens de désinfection physique de l'eau, donc tels que des UV ou éventuellement de l'ozone dans certains gros systèmes, donc ça plutôt en chimique. Cependant, ces mesures préventives, une fois si le pathogène rentre, les mesures préventives manifestement n'ont pas été efficaces par exemple. Et si on utilise une désinfection aux UV, ces UV-là, ils vont traiter l'eau à un endroit donné. Donc, ce qui signifie qu'avec un traitement aux UV, on va par exemple pas pouvoir soigner un poisson qui serait malade ou des pathogènes qui seraient présents au niveau des racines des plantes. Donc ça, avec des UV, on ne sait pas évidemment aller éliminer les micro-organismes sur les racines des plantes, par exemple. En plus de ça, on peut dire également que les agents chimiques de désinfection de l'eau, comme c'est courant d'utilisation en hydroponie, mais ça c'est plutôt proscrit en aquaponie, de par la présence des poissons dans le même circuit, et de micro-organismes bénéfiques comme les bactéries nitrifiantes. Et finalement, en fait, il n'y a aucun pesticide ou biopesticide qui ont été spécifiquement développés pour l'aquaponie. Donc, ce qui veut dire que d'une part, ils pourraient être toxiques pour les poissons ou les micro-organismes, mais aussi pourraient ne pas être adaptés et donc ne pas être efficaces à ce type de système assez particulier où les plantes vivent dans l'eau. Enfin, les racines sont dans l'eau, quoi. Donc, on en vient à en dire que les méthodes de protection des plantes sont encore sous-exploitées en aquaponie. Cependant, et ce sont aussi en fait mes hypothèses de recherche durant ma thèse, c'est qu'on pense qu'il y aurait des micro-organismes bénéfiques, soit dans un potentiel effet de biostimulation, donc biostimulation comprenait stimulation de la croissance des plantes, ou dans un autre effet qui serait un effet suppressif. Donc là, pour suppressif, il faut comprendre une sorte d'effet antagoniste, un effet protecteur naturel de l'eau aquaponique. Okay, donc c'est de l'antagonisme, si vous voulez, naturel contre les pathogènes des plantes, que j'entends donc par effet suppressif. Donc ça, ce sont nos hypothèses. Et les objectifs liés en fait à ces hypothèses, c'est d'une part, premièrement, donc d'évaluer la capacité suppressive de l'eau aquaponique contre un phytopathogène de laitue. Donc ici, on a choisi de travailler avec de la laitue
Et le pathogène qu'on a décidé d'étudier, c'est Pythium aphanidermatum. Donc Pythium aphanidermatum, c'est un homicète, donc c'est un pseudo-champignon. En fait, comme par exemple Phytophthora, donc le mildiou. Le mildiou, c'est un homicète également. En fait, les homicètes ne sont pas des vrais champignons, c'est plus proche même en fait des algues que des champignons. Pourquoi? Parce qu'il y a à un moment donné dans leur cycle l'apparition d'une phase où il y a une mobilité active. Donc ici, ça va être des spores qui vont être flagellés, qui vont pouvoir nager dans l'eau. Ce qui différencie donc ça, les homicètes des vrais champignons où il n'y a pas de spores flagellés possibles, quoi. Et donc vous comprenez bien la problématique d'une forme de dispersion mobile dans ce type de système, donc système constitué d'eau, c'est que la maladie, elle va facilement pouvoir se propager dans tout le système, nager d'une plante à l'autre et donc propager la maladie dans tout le système. Alors je vous ai parlé de Pythium aphanidermatum sans vous dire quelle maladie ça provoquait. En fait, c'est la maladie des pourritures racinaires, donc par exemple de la laitue. Donc en termes de symptômes, qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? C'est d'une part, comme son nom l'indique, une pourriture racinaire, comme vous pouvez le voir sur la photo. En symptômes secondaires, donc symptômes conséquences, on va pouvoir également observer un flétrissement foliaire, mais en fait qui est la conséquence de la pourriture racinaire, vu qu'il y a un problème d'absorption de l'eau et des nutriments, forcément la partie foliaire est dégradée aussi. Et finalement, une perte de croissance peut également être observée. Enfin, c'est d'ailleurs la première chose qu'on observe, et dans des cas graves d'infection, on verra alors vraiment le flétrissement et la pourriture racinaire. Et donc pour les expériences qui ont été mises en place pour évaluer la capacité suppressive de l'eau aquaponique, c'est d'une part des tests in vitro, donc ça c'est des tests vraiment en laboratoire, où on n'utilise pas l'eau, donc on n'utilise pas de laitue. Donc on utilise un milieu de culture auquel on vient ajouter notre eau aquaponique ou les micro-organismes aquaponiques et le pathogène, et on regarde ce qui se passe. Deuxième type d'expériences qui ont été mis en jeu, c'est des tests in vivo. Donc là, on a utilisé la laitue. Donc notre laitue qu'on cultive dans de l'eau aquaponique et auquel on vient ajouter notre pathogène et on regarde ce qui se passe. Deuxième grand objectif de ma thèse, ça a été finalement d'identifier, d'isoler et alors de tester les micro-organismes qu'on aurait premièrement identifiés comme responsables de la capacité suppressive qu'aurait l'eau aquaponique. On passe directement à mes résultats, donc résultats des tests in vitro. Donc ce que vous voyez dans ce graphique, c'est différentes répétitions, mais qui donnent les mêmes tendances. On voit ici au milieu, notre milieu de culture, on voit que lorsqu'on a ajouté de l'eau aquaponique dans notre milieu de culture, en fait, on a eu une inhibition de la croissance mycélienne de notre pseudo-champignon comparé à notre contrôle sans eau aquaponique. Donc l'eau aquaponique a permis de réduire la croissance du champignon de manière significative. Et chose qu'on a ajoutée, c'est on a essayé également de filtrer l'eau aquaponique à 0,2 microns en fait pour enlever tous les micro-organismes présents dans cette eau. Donc on n'a plus de bactéries, on n'a plus de champignons dans cette eau, et on est venu l'ajouter au milieu de culture de manière similaire à l'eau aquaponique. Mais ce qu'on observe, c'est que lorsque cette eau aquaponique est filtrée, notre champignon, notre pseudo-champignon, Pythium aphanidermatum, repousse comme dans le contrôle. Donc on conclut de ce test in vitro que l'action suppressive qu'aurait l'eau aquaponique contre notre pathogène en conditions in vitro serait plutôt liée aux micro-organismes présents dans l'eau et pas les composés dissous dans l'eau, Ensuite, on passe maintenant aux résultats des tests in vivo, donc avec nos laitues. Donc rien de mieux, je pense, que de montrer des images lorsque c'est aussi représentatif. Donc vous voyez en fait les deux premières photos du haut, c'est les deux traitements qu'on est venu appliquer. Donc on a soit cultivé des laitues en hydroponie, donc de l'eau dans laquelle on est venu ajouter des sels nutritifs, et deuxième traitement, des laitues qui ont poussé dans de l'eau aquaponique. Donc ça, c'était nos traitements sans pathogène, nos témoins sains, si vous voulez. Et donc on est venu ajouter notre pathogène, notre Pythium, à nos laitues. Qu'est-ce qu'on observe? C'est premièrement qu'en hydroponie, on a bien la maladie qui s'est développée. Donc pourriture racinaire, flétrissement foliaire qui peut aller jusqu'à la mort. Tandis qu'en aquaponie, ce qui est vraiment
hyper visible et très surprenant, hein, c'est que les laitues en aquaponie, malgré l'ajout du pythium, n'ont pas développé de maladie. Donc on a gardé des laitues avec des belles racines blanches et un système foliaire assez identique au final à notre témoin sain. Alors ce qu'on observe ici en photo, on l'observe également en fait en termes de chiffres et de mesures. Ici j'ai appelé des indices de suppressivité, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais vous donner un peu les résultats clés qu'on peut observer. C'est qu'en termes de perte de rendement foliaire par rapport aux témoins sains, donc les pertes sont beaucoup plus faibles en aquaponie par rapport à l'hydroponie, où vous voyez des pertes beaucoup plus fortes en termes de rendement foliaire, de masse fraîche foliaire. On peut comprendre que cette perte de masse fraîche foliaire, elle est aussi due à une diminution plus forte de la teneur en eau dans ce feuillage. Donc ici, en fait, on a perdu moins d'eau dans notre traitement aquaponique. Donc en gros, les feuilles étaient beaucoup moins flétries, quoi. Et finalement, ce qui est le plus visible aussi avec cette maladie, c'est la pourriture racinaire, comme son nom l'indique, la maladie de pourriture racinaire des laitues. On est venu en fait donner un score, une échelle donc de niveau de gravité des symptômes racinaires. Donc 0 étant des racines tout à fait saines, et ça peut monter, donc comme vous voyez, et on va de plus en plus vers des racines pourries. Donc on voit qu'en hydroponie, on a pas mal de symptômes racinaires, tandis qu'en aquaponie, on a gardé des racines très saines. Donc la question maintenant qu'on a observé ce fait que effectivement l'eau aquaponique semble suppressive contre Pythium aphanidermatum, on s'est demandé quelle est la raison de cet effet suppressif. Et pour ça, on a été chercher du côté des micro-organismes qui se situent au niveau des racines. Donc, je vais vous passer les détails, mais on est venu échantillonner, récupérer les micro-organismes à la surface des racines. On a processé ces échantillons, on a finalement envoyé le tout au séquençage. Les séquençages permettant alors de venir étudier les micro-organismes à la surface de ces racines, de regarder la diversité en micro-organismes, quel organisme est présent ou pas. Alors, en résultat de ces séquençages, je vous parle en premier lieu de la diversité. Ici, je vous ai montré des graphes de diversité pour les bactéries, pas les champignons. Ce qu'on observe dans le premier graphique ici qui parle de la bêta-diversité, donc c'est-à-dire la diversité inter-échantillon, on voit que l'eau aquaponique, lorsqu'on a ajouté le pathogène, en fait, il y a assez peu eu de modifications en termes de bêta-diversité. Donc vous voyez, le groupe aquaponie en rouge et aquaponie avec pythium en orange, c'est resté plus ou moins au même endroit sur le graphe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de changement dû à l'ajout du pythium en termes des bactéries, de la diversité en bactéries. Tandis qu'en hydroponie, lorsqu'on est venu ajouter le pythium, il y a manifestement eu un shift, ici représenté par une translation vers la gauche sur le graphique. Donc ça veut dire que suite à l'ajout du pathogène, le pathogène a dû forcément prendre une place, les bactéries ont été déstabilisées et il y a de nouveaux types de bactéries qui sont installées suite à cet ajout du pythium. Donc apparemment, les micro-organismes, les bactéries en place en hydroponie n'ont pas été résilients, on va dire, à l'ajout du pythium. Maintenant, lorsqu'on regarde l'alpha-diversité, donc la diversité intra-échantillon, avec ici un indice de Shannon qui représente la diversité spécifique, on observe qu'en aquaponie, on a en moyenne une diversité significativement plus haute par rapport à l'hydroponie. Donc ça pourrait être aussi une explication de l'effet suppressif qu'on a observé, c'est qu'il y a une diversité plus forte. Ensuite, l'idée était de voir dans l'eau aquaponique les taxons, donc si vous voulez, les espèces de micro-organismes les plus présents. Donc on tire une liste avec tous les organismes qu'on a en aquaponie, et de cette liste, l'idée était de chercher lesquels pouvaient être responsables de l'effet antagoniste. Donc, pour faire cette recherche, on s'est basé sur la littérature, regarder quel genre est connu ou non pour un effet antagoniste contre pythium, et en plus de ça, on a rajouté des tests statistiques liés vraiment à cette manipsie pour voir lesquels étaient vraiment liés.
Donc on a cherché, au final, dans cette liste de micro-organismes qu'on a sortis en aquaponie, lesquels pourraient être responsables d'un effet antagoniste. Ces organismes-là qu'on a identifiés, on a en fait essayé de les isoler spécifiquement. Donc vous en doutez, quand on essaie de mettre en culture comme ça in vitro, on peut avoir beaucoup de choses qui poussent. C'est ça qu'on essaie de faire du sélectif. Après, c'est pas toujours simple, hein, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Des fois, ce qu'on cherchait est malheureusement pas cultivable, donc il y a pas mal de petits problèmes. Mais on a quand même réussi à sortir de cet isolement 110 souches. 110 souches qui sont potentiellement antagonistes. Je dis potentiellement parce que effectivement, c'est lié à des stats et de la biblio. Maintenant, il faut vérifier si ces souches-là, spécifiquement, sont utiles pour lutter contre Pythium. Donc en fait, quand on a un nombre comme ça de souches à tester, on réalise un screening qui est en général plutôt in vitro. Pourquoi in vitro? Parce que c'est plutôt en termes de logistique. On a beaucoup de choses à tester. Le in vitro prend moins de place, c'est plus rapide, etc. Donc ça permet de faire déjà un pré-screening, si vous voulez, donc de réduire le nombre de souches avant d'aller sur l'in vivo. In vivo, donc il prend plus longtemps, vu qu'il faut faire une culture de plantes, etc. Et plus d'espace. Donc en fait, ici, ce qui est un peu original dans l'étude, c'est qu'on n'a pas fait un screening in vitro, mais plutôt un screening in vivo. In vivo qui se veut aussi plus sûr, parce que ce qui fonctionne d'habitude en in vitro ne va pas forcément fonctionner in vivo. Donc le screening in vivo, ici, en fait, quelle en est sa particularité? C'est qu'en fait, on a utilisé les graines et pas la laitue adulte. Parce que Pythium afinidermatum, je ne vous l'avais pas encore dit, mais c'est aussi un agent de fonte de semis. Donc fonte de semis, comprenez que c'est un pathogène qui va provoquer la mort du semis. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on est venu utiliser les graines qu'on a inoculées avec nos souches, et après on est venu ajouter le pathogène. Et on a regardé si la graine était protégée, protégée donc contre la fonte des semis. Donc voilà le screening in vivo, comment il s'est passé. Et donc de ce screening, on a toute une série de souches qui sont ressorties avec une efficacité variable, mais voilà, on a gardé les meilleures souches, celles qui protégeaient le mieux nos graines contre Pythium, donc qui provoquait de la fonte de semis. Maintenant, voilà, ça reste quand même un screening sur la graine, donc il y a quand même des choses à vérifier. Donc ça veut dire qu'en fait, les meilleures souches qu'on a identifiées dans le screening, on est venu essayer de valider ça sur des plantules. Alors pourquoi est-ce qu'on a utilisé des plantules et pas des plantes adultes, on va dire? C'est d'une part en termes de logistique, de nouveau en termes de place, de temps, etc., mais aussi parce que les plantules sont un peu plus sensibles à la maladie comparées aux laitues adultes. Okay, donc comment ça s'est passé? On est venu semer nos graines dans des blocs de laine de roche, on a inoculé une première fois nos souches sur la graine, puis on l'a laissé un petit peu germer, on est venu rajouter une deuxième fois, et puis alors on a rajouté le pathogène et on a observé si la maladie se développait en fonction du traitement, donc en fonction des souches qu'on a appliquées. Et voici les résultats, donc ce test que j'ai appelé plantule. On a donc un premier graphique avec quel type de mesure? C'est en fait les symptômes racinaires qui vont de 0 à 7. Donc 0, des racines bien blanches, bien belles, bien saines. Et lorsqu'on va jusqu'à 6, 7, 6, c'est des racines qui sont vraiment pourries, toutes brunes, qui se disloquent, enfin vraiment bien pourries, quoi. 7, c'est encore l'étape au-dessus. Ça veut dire que 7, en fait, ça a été tellement pourri que la racine s'est détachée ou n'a pas poussé, quoi. Donc voilà. Et donc dans ce tableau, dans ce modèle de traitement, on a utilisé 5 contrôles différents. On a premièrement un témoin positif que vous voyez ici en premier. Donc ça veut dire que là, on a mis que le pathogène sur notre laitue, sur nos graines. Un témoin négatif, donc là, on l'a fait grandir normalement sans pathogène, sans traitement. Donc vous voyez que là, on est proche de 0, donc que les racines sont tout à fait saines. On a utilisé un fongicide, ici à base de propamocarm, ce qui est conseillé en Europe ou en tout cas en Belgique. Pour info, du Proplan. On a contrôlé également, on a utilisé un contrôle aquaponique, donc on a cultivé simplement nos laitues dans de l'eau aquaponique. Et dernier contrôle, ici on a utilisé un biopesticide, enfin plutôt l'agent, une bactérie utilisée dans un biopesticide qui est homologué, qui est Pseudomonas chlororaphis.
Et puis alors, tout à droite, on a les différentes souches qu'on a testées, qui proviennent donc de nos isolements. Donc on va un peu dépatouiller ce graphique. Premièrement, on va regarder quel traitement n'est pas différent de nos laitues malades. Donc en gros, les traitements qui n'ont pas fonctionné, hein, qui montrent des niveaux de symptômes racinaires identiques d'un point de vue stat à notre positif. Donc tout ce qui est en rouge, à première vue, n'a pas fonctionné parce que pas significativement différent de nos laitues malades. Ensuite, on est venu regarder ce qui aurait fonctionné. D'un point de vue statistique, c'est la souche SHB30 qui n'est pas significativement différente du témoin, donc qui serait d'un point de vue stat aussi saine. Bien qu'on voit quand même qu'il y a des symptômes racinaires qui vont jusqu'à 2. Mais bon, voilà, on a un traitement qui a bien fonctionné, c'est SHB30. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce traitement, donc cette souche qu'on a utilisée, SHB30, ben, elle a fonctionné quand même nettement mieux que notre fongicide. Donc c'est quand même assez rare qu'un micro-organisme puisse fonctionner mieux que du chimique, donc c'est quand même à relever, je pense. Ensuite, on se retrouve avec toute une série de traitements ou de souches avec une efficacité, on va dire, intermédiaire. Donc une efficacité relativement similaire, enfin c'est d'ailleurs pas significativement différent, de notre biopesticide homologué, quoi. Ça va, donc ça veut dire que les souches ici en vert clair ont montré une efficacité similaire à un biopesticide qui existe déjà, quoi. Ensuite, maintenant, on passe à un deuxième type de mesure pour exprimer les résultats, c'est la masse foliaire fraîche. Donc ici, c'est l'inverse, donc évidemment, plus c'est haut, mieux c'est, hein. Plus on a de rendement foliaire, mieux c'est. Alors, j'ai utilisé plus ou moins le même code couleur, je ne vais pas repasser tout dans les étapes. Donc voilà, on a ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On voit donc que, par exemple, ici, M25, d'un point de vue masse foliaire, il n'y a pas de différence par rapport à notre positif. Hein, donc ça n'a pas fonctionné. Par contre, on a de nouveau SHB30, la même souche que pour la cotation racinaire, qui a montré une très bonne masse foliaire fraîche, pas significativement différente du témoin. Donc, qui fonctionne toujours mieux que notre fongicide. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que même si ce n'est pas significativement différent, on a quand même les laitues inoculées avec SHB30 qui tendent à avoir un rendement supérieur de 16%. Donc ça veut dire que notre souche SHB30, en plus de peut-être protéger notre laitue de la maladie, mais elle aurait un effet de biostimulation, donc de stimulation de croissance. Ensuite, dans les autres souches qu'on peut mettre en évidence qui auraient fonctionné, c'est Quito 13 et M33, tous les deux donc en vert. Et finalement, on a nos intermédiaires ici que j'ai pas mis en vert clair, mais que j'ai mis voilà, en couleur intermédiaire, on va dire, en rouge clair. Pourquoi j'ai changé de couleur? En fait, ici, c'est des traitements qui sont ni différents du témoin positif, ni différents du témoin. Donc, c'est un peu différent du graphique avant, quoi. Mais bon, voilà, toutes ces souches-là, tous ces traitements-là ont montré une efficacité, on va dire, intermédiaire, donc relativement équivalente aux témoins biopesticides ou fongicides. Au final, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce test? Pour ça, je vous ai remis les deux graphiques, donc c'est exactement les mêmes graphiques que je viens de vous expliquer. À ça, je vous ajoute une information supplémentaire qui est le taux de mortalité de nos plantules. Donc vous voyez, en rouge, c'est quand il y a eu de la mortalité en fonction du traitement. Donc de tous ces résultats, quelle souche est-ce qu'on peut retenir de ces tests? C'est dans un premier temps SHB30. Pourquoi? De par sa bonne protection racinaire, de par son rendement foliaire, qui pourrait d'ailleurs avoir un effet de biostimulation, et sa mortalité nulle. Et comme vous voyez en photo, par rapport au témoin, on a quelque chose vraiment de pas mal, quoi. Ensuite, on a Quito 13 qu'on peut sélectionner pour sa masse fraîche foliaire identique au témoin, sa protection racinaire intermédiaire et sa mortalité nulle. Et finalement, on gardera également G2 pour son efficacité, on va dire, intermédiaire, que ce soit au niveau racinaire, et masse fraîche, la masse foliaire fraîche. Et sa mortalité toujours nulle.
Donc voici les 3 souches qu'on a pu identifier suite à tout le process que j'ai pu vous expliquer, souches qu'on pourra donc réutiliser pour essayer de traiter, pour essayer de protéger nos plantes. Souches qu'on utilisera seules, et l'idée aussi, un peu après, c'est d'éventuellement essayer en mélange pour voir si, une fois que ces souches sont mélangées, si on n'a pas encore une meilleure protection qui sera apportée. Donc on en arrive à mes conclusions, qui vont être très rapides. C'est au final que l'eau aquaponique, on a pu la décrire suppressive contre les phytopathogènes, enfin en tout cas dans le cas de Pythium infinidermatum et de la laitue, et que l'eau aquaponique était une source intéressante d'organismes antagonistes qu'on devrait isoler et utiliser, si vous voulez, pour protéger les plantes. Donc, on a notamment SHB30 ou les 2 souches que je vous ai montrées, mais l'idée, ce serait de les utiliser dans d'autres systèmes, type hydroponique ou aquaponique, donc c'est-à-dire où il y a une recirculation d'eau, je fais la différence par rapport au sol, vu que ce n'est pas tout à fait le même fonctionnement, que ce soit en eau ou en sol. Mais donc voilà, des souches hyper intéressantes pour l'avenir, pour protéger les systèmes type hydroponique ou aquaponique, à utiliser, souches qu'on pourrait utiliser seules ou à étudier en consortium, donc en mélange. Donc voici ce qui conclut ma présentation. Et donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, merci Gilles pour la présentation. Et donc, il y a eu plusieurs questions dans l'onglet conversation. Il y a eu 2-3 questions plus de base sur le fonctionnement de l'aquaponie et sur qu'est-ce qu'on peut faire pousser comme plante. Là, j'y ai répondu directement dans la conversation, donc vous pourrez aller voir pour ceux qui veulent suivre ça. Par contre, j'ai quelques autres questions qui sont intéressantes de répondre en direct. Et la première question, c'est par rapport à l'approvisionnement au tilapia. Moi, évidemment, je suis ça d'un petit peu plus loin, donc je sais que toi, Gilles, ou les personnes du laboratoire ont eu parfois des difficultés à s'approvisionner, non? Oui, effectivement. Jusqu'à maintenant, on se fournissait chez Tilaqua, qui est basé en Hollande, donc qui est assez actif mondialement. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ont arrêté en tout cas de fournir la Belgique, et donc maintenant, si on veut recommander des tilapias, on doit aller un peu plus haut dans les pays scandinaves. Mais alors, malheureusement, je pense qu'on n'ira plus à cause des frais de transport, que ça devient un peu loin. Sinon, il y a encore les Royaume-Uni, je pense, où on sait se fournir en tilapia. Maintenant, je me doute que la question, elle est demandée aussi parce que je sais bien que dans certains pays, la croissance à la culture de tilapia, l'élevage de tilapia est interdit, et notamment en France. Mais ce n'est pas le cas en Belgique, si la question menait à ça. Oui, effectivement, on a maintenant un commentaire de Pierre Garcy qui nous dit qu'on a de la chance et qu'ils ne peuvent pas le faire. Et apparemment, Eric nous dit aussi, Eric Duchemin nous dit qu'au Québec, c'est illégal. Donc, effectivement, chez nous, on peut le faire. On peut élever ce poisson. Alors, toujours une autre question qui vient de Thierry Zucco. Alors, je vois qu'il est à la fois en France et au Portugal. Alors, quel serait l'impact des polluants et des désinfectants qui sont présents dans l'eau utilisée en aquaponie? Tout dépend des désinfectants utilisés. En hydroponie, on va souvent sur des agents chlorés ou du formaldéhyde. Donc tout dépend aussi des niveaux, des concentrations utilisées finales dans la solution. Il y a évidemment des seuils à pas dépasser pour l'aquaponie. Parce que je sais par exemple qu'on peut traiter donc les formaldéhydes étant un agent de désinfection en hydroponie, on va également utiliser les formaldéhydes ou la formaline, par exemple, pour lutter contre certains parasites des poissons. Donc ça pourrait encore être utilisé. Le problème, c'est que ça peut tuer tout. Donc ça peut tuer aussi le biofiltre s'il est dans le même circuit. Ça va tuer les micro-organismes bénéfiques et néfastes, Donc il y a toujours cet aspect-là, même si le produit utilisé n'est pas forcément dangereux pour le poisson, ça peut l'être également pour les bactéries
bénéfiques dans le système, quoi. Et les agents chlorés, bah, ça, tout dépend un peu du poisson qu'on a et de son niveau de tolérance aux agents chlorés, quoi. Voilà ce que je vois, c'est en général le plus courant, c'est ça. Voilà. Après, il y a les vides sanitaires où on peut mettre toute une série d'autres choses, hein, mais ça, c'est sans présence de plantes ou de poissons, quoi. Ok. Sinon, c'est vrai, pardon, je reviens, il y a aussi les traitements à l'ozone qui sont possibles en aquaculture récirculée, mais c'est un peu plus dangereux pour le manipulateur, un peu plus compliqué à mettre en place. Donc, un particulier se dirigera souvent vers des UV, mais comme je l'ai dit, ça traite un endroit donné de l'eau. Donc, un poisson malade ou une plante malade ne sera pas soigné par des infections aux UV, quoi. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on désinfecte, on enlève les pathogènes avec les UV, mais on enlève aussi tout ce qui est bénéfique. Et donc, on se retrouve avec une eau qui contient quasiment plus aucun micro-organisme. Donc, je crois que ça tue plus de 99% des micro-organismes, les UV. Donc, ce qui fait que c'est un peu une porte ouverte, quoi. On a un milieu riche et vide de toute concurrence. Donc, s'il y a un pathogène qui arrive et qui peut résister aux UV ou qui est au niveau des racines, il peut facilement prendre le dessus, quoi. Ok. Une question sur la souche SHB30. Donc évidemment, tant qu'on n'a pas les confirmations en conditions très pratiques, on ne va pas donner son nom. Par contre, il y a une question qui peut quand même aider. Donc on demande si elle est spécifique au tilapia et à son métabolisme. Ou bien peut-être si c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres systèmes écologiques. Voilà. Alors, SHB30, de la littérature que j'ai faite, elle est plutôt associée aux plantes qu'aux poissons. Donc, c'est quelque chose qu'on peut retrouver couramment sur l'étui, que ce soit en aquaponie ou en sol, on peut la retrouver. Maintenant, je pense, jamais vu dans ce qui concerne le microbiote des poissons. Ok. Alors, une autre question. Que se passerait-il dans un système aquaponique si une infection surviendrait? Faudrait-il tout détruire ou quelle réaction peut-on envisager? Et c'est justement un peu la base de ton Voilà, travail. c'est toute la base. Effectivement, si les méthodes préventives n'ont pas fonctionné et que le pathogène est présent, ouais, c'est assez compliqué, oui, effectivement. Donc, c'est là-dedans. Ma recherche est basée sur ce manquement, quoi. Et ce serait notamment l'usage d'une des souches que j'ai utilisées, native de ce type de système. Reste encore évidemment à aller plus loin et bien vérifier qu'elle n'est pas néfaste aux poissons ou des choses comme ça, ou pour l'homme, hein, mais voilà. Et vraiment, si on est avec une maladie forte et une infestation forte, le mieux étant de repartir, alors je pense, de zéro, quoi, et de tout redésinfecter, de faire une période de vide sanitaire, quoi. Maintenant, bon, voilà, tout dépend un peu. Enfin, voilà. Peut-être aussi préciser que tout dépend le système aquaponique dans lequel on est. Donc il y a des systèmes aquaponiques que l'on dit couplés, où l'eau va des poissons vers les plantes et retourne vers les poissons. Donc c'est vraiment une boucle fermée. Et dans ce cas-là, la législation nous empêche d'utiliser des pesticides classiques pour la protection des plantes, parce qu'on ne peut pas les utiliser en présence des poissons. Par contre, quand on est en système découplé, c'est-à-dire que l'eau des poissons est envoyée vers les plantes mais ne retourne pas vers les poissons, là forcément, on peut se permettre d'utiliser des produits agréés ou autorisés pour l'hydroponie en général. Et donc là, on peut retrouver des produits, je vais dire, des pesticides chimiques plus classiques dans ce cadre-là. Alors, Je vois la question du peroxyde d'hydrogène, si on était toujours dans les agents de désinfection. C'est vrai qu'il est couramment utilisé, j'avais oublié celui-là, mais on va plutôt l'utiliser en désinfection une fois qu'on a vidé tout le système. Enfin, parce que le peroxyde d'hydrogène réagit avec la matière organique, donc si ça a une action sur les bactéries nitrifiantes, clairement oui, c'est un agent de désinfection. Alors, il y a des questions sur l'identification des souches isolées. Donc, la plupart, effectivement, en tout cas qui ont été testées, ont été identifiées. Mais comme je vous le disais,
on attend un petit peu de confirmer les résultats en pratique avant de dévoiler leur identité. Et il y a une autre question toujours de Sokayana Bellam, et là je vais y répondre. Donc, est-ce que les bactéries trouvées dans l'eau de la section hydroponique se trouvent également dans la section pisciculture ou le filtre? Là, je vais répondre lors de mon exposé. Donc, ça va venir. Vous anticipez déjà la suite. Quels sont les avantages? Ah, ça, c'est peut-être intéressant aussi. C'est un aspect très pratique. Quels sont les avantages de choisir le tilapia en aquaponie par rapport à d'autres poissons comestibles? Alors, c'est vrai que le tilapia, enfin en tout cas pour les gens qui ne sont pas du domaine, en Europe, c'est en tout cas très peu consommé, mais il faut quand même savoir que c'est le poisson le plus produit et le plus consommé mondialement. Et pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, le tilapia, c'est un poisson assez tolérant à pas mal de choses. Donc, ce qui le rend, de mon avis, plus facile à utiliser en aquaponie. Pourquoi? Parce que c'est un système où l'eau est recirculée. Et donc, il y a des composés qui vont s'accumuler, de la matière organique, des sels, etc. Et donc, le tilapia va pouvoir tolérer des ranges de qualité d'eau plus élevés que certains autres poissons. Donc, je pense par exemple aux salmonidés. Chez nous, traditionnellement, on va plutôt faire de la truite en Belgique. Mais le problème de la truite, au-dessus de 25 degrés, ça a tendance plutôt à mourir, on va dire. Et donc, quand on est avec de l'eau recirculée, c'est assez compliqué. On peut facilement chauffer pour le tilapia, mais c'est plus difficile de refroidir l'eau. Ensuite, le pH, par exemple, dans lequel doit vivre le tilapia, le range va être beaucoup plus élevé comparé à la truite, par exemple. Le taux de matière organique, donc une truite, pour qu'elle soit bonne aussi gustativement, vu que c'est un poisson assez gras, la truite est beaucoup plus sensible au goût de vase, donc au flavor en anglais. Et donc, pour pouvoir élever de la truite, il faut, en mon sens, une eau beaucoup plus propre. Qui dit eau plus propre dit plus de renouvellement et donc moins de nutriments aussi pour les plantes. Ensuite, la température, voilà, comme je l'ai dit, tilapia, on peut chauffer, donc c'est plus facile que de refroidir. Et voilà, tilapia vivra de 20 degrés jusqu'à plus de 30 degrés sans souci, quoi. Et vu que le poisson, celui de tilapia, c'est un poisson d'eau saumâtre, les sels aussi pourront être présents en plus grande concentration. Et je pense notamment à l'ammoniac ou au nitrite qui peuvent se montrer très toxiques pour les poissons. Les nitrites ou l'ammoniac sont toxiques à des niveaux beaucoup plus faibles, par exemple, pour la truite comparé au tilapia. Donc, on va dire pour des débutants ou pour nous, comme pour nous, on va dire des spécialistes plutôt en plantes, le choix du tilapia était tout indiqué pour son aspect tolérant à toutes les conditions qu'on pouvait affliger au système. Parce qu'évidemment, chaque partie du système a ses paramètres les plus adéquats. Les plantes, elles ne vont pas apprécier de pousser à des températures basses ou trop élevées. Il faut des teneurs en oxygène, etc., un pH déterminé, etc. Donc, le tilapia permet cette tolérance qu'on n'aurait peut-être pas avec certains autres poissons. Et en plus, le tilapia est relativement maigre. Chez nous, on mange nos tilapia, et c'est très très rare quand ils ont un goût de vase, alors que pour la perche ou pour la truite, c'est très régulier quand ça a un goût de vase, quoi. Ok, il y a encore des questions, mais le temps avance. Et oui, je parle de trop. Non, non, pas du tout. Tu expliques en détail et c'est très bien. Donc, je vais essayer de les garder en mémoire et d'y répondre pendant que j'expose. Et sinon, on y reviendra, évidemment. Donc, je vais, moi, partager mon écran maintenant. Et donc, c'est Gilles qui va reprendre le rôle du modérateur. On échange les rôles. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. Ok. Donc voilà, mais comme Gilles l'a dit, lui, il a travaillé beaucoup sur le microbiote et ses bénéfices dans la protection des plantes. Et moi, je vais vous parler du microbiote et de son bénéfice pour la croissance des plantes. Et ça, c'est le résultat d'un doctorat qui a été fait par Mathilde Eck. Vous allez voir sa photo un peu plus loin. Et donc, Mathilde Eck, elle a terminé son doctorat, elle est fraîchement diplômée puisqu'elle a eu son diplôme
de docteur la semaine passée, et c'est avec plaisir que je vais présenter les résultats de sa recherche. Pour ma part, moi je suis professeur donc en Belgique à l'Université de Liège, et on est situé sur Jean Blou Agrobiotech. Donc j'ai créé le Centre de recherche en agriculture urbaine il y a 10 ans, et aussi une start-up ou une spin-off qui s'appelle GreenSurf. Elle a été créée il y a presque 5 ans maintenant, et elle travaille aussi dans l'accompagnement des villes, dans l'accompagnement des acteurs de l'agriculture urbaine, donc aussi les promoteurs immobiliers. Alors moi, je vais d'abord vous présenter un petit peu ce que c'est que le Centre de recherche en agriculture urbaine. On va un petit peu dézoomer, hein. Je vais vous présenter aussi tous les outils qu'on a mis en place d'agriculture urbaine sur la plateforme Wasabi. On va alors se focaliser sur les systèmes aquaponiques. Et puis, je vais vous présenter des comparaisons de rendement entre aquaponie et hydroponie. Et puis, ce fameux travail de Mathilde sur la caractérisation du microbiote et de son action directe sur les plantes. Donc, nous, on est parti dans le centre de recherche en agronomie, en agriculture urbaine, dans l'optique de travailler avec des systèmes qui vont avoir moins d'impact pour l'environnement. Donc, on participe à l'émergence de ces nouveaux modes de production qui visent à optimiser l'utilisation des ressources, à intégrer des déchets, donc de déchets en faire des matières premières, de pouvoir aussi préserver, voire restaurer la biodiversité, et de mettre en place cette production de façon locale. Et dans certains cas, évidemment, on observe une grande tendance de relocaliser ces outils de production en ville ou autour des villes. Et donc, ce centre de recherche en agriculture urbaine, il a été créé il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de chercheurs, on a une quinzaine de programmes en cours. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce centre? On met en place des systèmes, on les étudie, on étudie leur production, on étudie aussi, et ça c'est un peu plus neuf et plus récent, on étudie ce qu'ils ont dans le ventre au niveau économique. Et puis, on fait des études plus fondamentales, et cette première visioconférence est l'occasion de vous montrer un peu ces travaux un peu plus fondamentaux. Ça veut dire que dans les visioconférences suivantes, on sera peut-être un peu plus pratique et aussi avec des études économiques, en tout cas une couleur socio-économique aussi. Et donc, on a différents systèmes qui ont été mis en place. Le premier, le plus ancien, Gilles vous en a parlé, c'est la Pavbox. Il y a aussi, ça c'est un de mes collègues qui travaille sur des conteneurs pour la production d'insectes comestibles, essentiellement pour l'alimentation animale. On a un système aquaponique pilote industriel, je vais vous le montrer en photo. On a des conteneurs hydroponiques pour la production de molécules à haute valeur ajoutée, donc qui s'adressent surtout au secteur pharmaceutique. On a bien évidemment des parcelles maraîchères, un jardin potager, et donc nous, on est partisans de vraiment garder la terre et de la préserver si on peut, d'où ces parcelles d'études aussi. Mais quand on est dans un hypercentre, qu'est-ce qu'on fait? On est dans du hors-sol, et donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de systèmes hors-sol. Et le tout dernier, qui vient d'arriver, qui a été réceptionné au mois de novembre, c'est la serrure, c'est une serre urbaine à énergie réduite en toiture. Alors, comment ça se distribue sur nos terres, je dirais? Donc ici, on est sur le site de Jean Blou, c'est un tout nouveau bâtiment ici qui s'appelle Terra, et vous avez ici à peu près 5 hectares. Et donc, nos parcelles maraîchères pleine terre, agroforesterie, culture sur but, culture en planches étroites et intensives, se trouvent ici sur un peu plus d'un demi-hectare. On a nos fameux systèmes aquaponiques, dont la Pavbox. Le sapristi est un deuxième. On a ici localisé les conteneurs pour la production d'insectes et les conteneurs pour la production de plantes à haute valeur ajoutée. Et enfin, notre serre en toiture qui a été livrée il y a quelques semaines. Alors, Gilles vous en a parlé, l'aquaponie, c'est la combinaison de l'aquaculture et de l'hydroponie. Donc, les poissons en système recirculé et les plantes aussi en système d'eau recirculée. Et quel est l'avantage de cette aquaponie de façon pratique?
On sait que l'aquaculture standard, quand on travaille en eau courante, eh bien, quand on alimente le poisson d'1 kilo de nourriture, on va obtenir 700 grammes de poisson, mais il aura fallu 190 000 litres, 190 000 litres pour les Français, pour arriver à ces 700 grammes de poisson. Et cette eau, c'est une eau courante, donc elle n'est pas extrêmement polluée s'il n'y a que quelques poissons, mais voilà ce qu'il faut comme eau et qui repart vers comme effluent. En aquaculture recirculée, eh bien, pour faire ce fameux 700 grammes de poisson, il nous faut que 303 litres d'eau au lieu des 190 000 litres. Et dans ce cadre-là, on a 2 litres de déjection, donc des effluents que l'on retire du système, et l'eau des poissons qui va donc repartir. Quand on est en aquaponie, donc la combinaison plante et poisson, eh bien, avec ces fameux 303 litres d'eau, on va alimenter en éléments nutritifs les plantes. Dans certains cas, on doit complémenter avec d'autres fertilisants. Ça va nous donner 10 kg de tomates et une grande partie de l'eau utilisée, au lieu d'être rejetée comme eau d'effluent, va être évapotranspirée. Donc on a un système quelque part qu'on essaie d'être le plus vertueux possible avec cette idée de d'éjection qui vont, pour finir, devenir des fertilisants, une matière première pour la culture de plantes. Donc voilà un petit peu, vous avez les tilapias et comment ça fonctionne. Comme Gilles vous en a parlé, ce sont les micro-organismes qui permettent de dégrader les déjections et de les transformer en éléments minéraux absorbables par la plante. Et en retour, la plante purifie l'eau qui retourne vers les poissons. Donc, vous voyez que on a les qualités ou les propriétés de l'aquaponie, c'est de permettre de consommer beaucoup moins d'eau et pour les plantes et pour les poissons, que l'eau aquacole devienne une matière valorisable au lieu d'être un déchet, et la production de plantes va utiliser beaucoup moins d'intrants, moins de fertilisants, et comme on l'a vu avec Gilles, pas de pesticides chimiques quand on est en système fermé, et le moins de pesticides chimiques possible de toute façon. Le système par box, vous l'avez vu, moi je voudrais juste vous le représenter d'une façon plus pratique, c'est en anglais, désolé, mais donc on a fait plusieurs essais d'année en année, on voit que la production de la serre, en serre froide, on ne chauffe pas l'hiver, on est à 60 kg de tilapia et 140 kg de légumes, et si on se permet de chauffer la serre en hiver, on monte un petit peu en rendement, aussi bien des poissons que des plantes. L'idée au départ, c'était de pouvoir installer ce type de module, d'en faire un système pour les communautés urbaines. Et puis on a le Sapristi, qui a été installé lui en 2018, et donc qui c'est 3 fois 4 bassins de poissons. Vous voyez une photo ici, donc on est vraiment dans un système pilote industriel. On a creusé une tranchée pour le relier à nos serres, et on a différents systèmes de production hydroponique, que ce soit le goutte à goutte, le rafting ou les tables en culture en eau profonde, les NFT, donc c'est les nutrient film techniques, c'est un fin film d'eau qui passe ici. Tout ça est en triplicat, donc à la fois ça imite l'usage professionnel et en même temps on peut faire des essais statistiques et donc scientifiques. Alors, on a comparé l'aquaponie et l'hydroponie au niveau des rendements des laitues. Tout d'abord, il faut savoir, on a fait une analyse des éléments nutritifs contenus dans l'aquaponie. C'est ce qui est en bleu ici, par rapport à une solution standard que l'on met dans les cultures hydroponiques industrielles. Et vous voyez qu'il y a 3 fois plus à peu près de nitrates en hydroponie industrielle, beaucoup plus de phosphate, beaucoup plus de potassium. Et donc, on a pris ces eaux, l'eau de la Pavbox, la solution hydroponique, on les a comparées.
Et puis on l'a comparé aussi à ce qu'on appelle l'eau complémentée. Donc on reprend l'eau aquaponique et on rajoute des éléments nutritifs, nous-mêmes, pour arriver exactement aux mêmes concentrations que l'hydroponie industrielle. Et qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? On a vraiment vu un effet positif de l'eau aquaponique, malgré qu'il y ait beaucoup moins d'éléments minéraux en aquaponie seule, on a les mêmes rendements en laitue. Et quand on a une complémentation, eh bien on a presque 40% en plus d'augmentation de rendement, ce qui est assez remarquable. On le voit et on l'a vu aussi pour les racines. Et donc, on a cherché, à partir de ce phénomène qu'on a observé de façon très pratique, à expliquer ce phénomène. On s'est dit, comme il y a des déjections de poissons, il y a aussi des acides organiques sans doute qui sont passés, donc ça peut venir des acides organiques, et ça peut venir aussi des micro-organismes. Et donc, on s'est focalisé, comme l'a fait Gilles, sur les micro-organismes, mais pour les propriétés de croissance des plantes. Et ça, c'est tout le travail de Mathilde Eck, qui vient d'être promue docteur. Vous la voyez ici dans la PAVBox, et vous voyez que cultiver notre PAVBox, ben, ça amène le sourire, donc c'est très bien. Et voilà les questions qu'elle s'est posées. Quelle est la composition et la diversité du microbiote dans un système aquaponique? Quelles sont les fonctions bactériennes bénéfiques? Et puis, est-ce que l'on peut utiliser ces solutions, ces bactéries, les mettre dans les solutions nutritives de l'aquaponie ou l'hydroponie, et est-ce que ça a un impact sur les plantes? Pour la première question, quelle est la composition et la diversité du microbiote? On a regardé et elle a été prélevée dans 7 systèmes différents, des systèmes, un système allemand, 2 systèmes en Hollande et 4 systèmes ici en Belgique. Alors, il y avait des systèmes aquaponiques, plantes et poissons ensemble, et des systèmes simplement d'aquaculture. Donc, ça va pouvoir répondre à une des questions posées dans la conversation tout à l'heure. Elle a échantillonné dans ce système, soit dans le biofiltre, où il y a concentration des bactéries qui transforment l'azote en nitrate, soit dans le puisard, dans le seum, on dit en anglais, soit au niveau de la proximité des plantes. À partir de ces prélèvements, il faut savoir que chaque micro-organisme, comme nous, contient de l'ADN et qu'il y a des séquences spécifiques qui vont permettre de reconnaître que telle bactérie appartient à tel genre ou à telle espèce. Donc, ce système de séquençage au débit de l'ADN nous permet de caractériser le microbiote et de pouvoir, à partir d'analyse bioinformatique, déterminer son identité. Alors, un tableau avec plein de couleurs, ne vous affolez pas, c'est simplement pour vous montrer que chaque couleur correspond à une bactérie ou à un genre ou une famille de bactéries différentes. Et donc vous voyez qu'on a les différents systèmes. Ici, c'est les systèmes où il y avait uniquement de l'aquaculture, donc des poissons. Et ici, ce sont des systèmes où on est en aquaponie, plantes et poissons ensemble. Qu'est-ce qu'on peut remarquer d'abord? C'est qu'il y a beaucoup de diversité d'un système à l'autre et que chaque système a quelque part une diversité et des taxons qui lui sont propres. Mais ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y avait des espèces ou des genres de bactéries qui étaient communes à tous les systèmes, qu'ils soient en Belgique, en Hollande, en Allemagne. Et plusieurs. Donc ça veut dire qu'il y a des micro-organismes communs et ce qu'on appelle un cœur de microbiote qui est commun à tous ces systèmes. Et puis là, c'est avec la question qui était posée dans la conversation. Donc on a travaillé ici, c'est sur Jean Blou, donc c'est la PAVBox, PB c'est la PAVBox. Et on a à côté de la PAVBox un système en eau recirculée, donc c'est de l'aquaculture pure. On a mis au même moment les poissons, qui sont tous les deux ici des tilapias, et on a surveillé au même moment
l'évolution des bactéries. Et vous voyez que aussi bien dans le SUMP que dans le biofiltre, eh bien, vous voyez qu'il y a une grande différence. Et donc, selon les compartiments, il y a des différences. Et selon que l'on ajoute ou pas les plantes, il y a des différences dans le type de micro-organismes que l'on va observer. Donc, chaque système possède sa propre communauté, quand même des genres ou espèces communes qui sont retrouvées dans tous les systèmes. Et on a vu qu'il y a une influence du compartiment où il y a les plantes, donc en hydroponie, sur la composition et la diversité du microbiome que l'on va retrouver, qui pourrait être bénéfique pour la croissance des plantes. Pour ça, à partir du puisard de la Pavbox, un peu comme ce qu'a fait Gilles, c'est exactement la même démarche. On a isolé des souches bactériennes sur boîte de pétri, on les a isolées une à une, et puis on les a caractérisées pour différentes fonctions. Par exemple, pour la solubilisation du phosphore, quand il y a un petit halo comme ça, ça veut dire que le phosphore est solubilisé par la bactérie. Quand ici, on a un grand développement ici de la colonie avec un halo très blanc, ça veut dire qu'il y a une bonne solubilisation du potassium. Et à partir de différentes fonctions, Mathilde a sélectionné différentes souches. Et on voit que certaines souches, comme Pseudomonas aeruginosa, sont capables de solubiliser le phosphore, le potassium, de produire du NH3, de produire des sidérophores qui viennent capter le fer pour les transmettre à la plante. Et puis certaines bactéries, comme ici, Chryseobacterium ou Serratia, sont capables de produire de l'acide indolacétique, qui est une phytohormone de la croissance des plantes. Donc l'idée, c'est de tester quelques-unes de ces bactéries sur les plantes. Donc l'idée, c'est de voir si quand on ajoute ces bactéries, seules, ou en consortium, ou en mélange, on a un impact positif sur la croissance de la plante. On a travaillé avec soit la souche T seule, donc je remonte ici, vous voyez que c'est elle qui a la plus grande partie des caractéristiques, sauf la production de l'acide indolacétique. Et puis on a travaillé avec un mélange, la souche A, la souche H et la souche T, qui, elles, ont des grandes productions en sidérophore et des grandes productions en acide indolacétique. Voilà AHT, voilà T, et notre témoin, c'est de l'eau aquaponique sans avoir mis en plus la bactérie d'intérêt. On inocule les plantes au début, et puis une dizaine de jours après, et on regarde ce qui se passe sur la croissance des plantes. On a fait des essais en chambre de croissance, comme l'a fait Gilles, et Mathilde a regardé ça sur des conditions optimales, aussi bien pour les éléments nutritifs que pour la lumière, soit dans des conditions de stress lumineux. Et puis, on a fait aussi des essais en serre, à partir de petits blocs, en conditions de stress nutritif, c'est-à-dire qu'on mettait juste de l'eau, ou de l'eau avec très faiblement d'éléments nutritifs, pour voir si notre consortium de bactéries, ou si la bactérie seule, pouvait améliorer la croissance des plantes. Et voilà les résultats. Quand on complémente les solutions nutritives avec les bactéries issues de l'aquaponie, notre fameuse souche T seule, elle a amélioré tous les rendements des plantes, quelles que soient les conditions, qu'on soit en stress lumineux, en stress nutritif ou pas. Et cette souche T a aussi un impact marqué sur la croissance des feuilles. Et puis, lorsque Mathilde a utilisé le mélange des 3 bactéries ensemble, par rapport au témoin, quand on est en situation de non-stress, donc on a une bonne solution nutritive, une bonne qualité de lumière, il n'y a pas d'amélioration. Par contre, quand on est en stress, il y a vraiment une amélioration, et l'amélioration du consortium est supérieure à l'amélioration de la souche T seule. Donc, et ceci sera mon avant-dernière slide, en conclusion,
on a vu qu'il y a l'existence de genres ou d'espèces de bactéries qui sont communes à tous les systèmes et dont une proportion, et ça je ne vous l'ai pas encore dit, et je pense que c'est vraiment important de le signaler, c'est qu'une proportion importante peut se retrouver aussi dans les sols et les rhizosphères, donc à la proximité des plantes que l'on trouve dans les sols. Donc quelque part, quand on dit que l'aquaponie est très artificielle, c'est du hors-sol, on a quand même des indicateurs qu'on a recréé un écosystème et que dans cet écosystème, on retrouve des espèces et des genres de bactéries que l'on retrouve également dans le sol. Certaines souches de bactéries appliquées seules ou en mélange sont capables d'améliorer le rendement de l'étude. Et l'idée maintenant, c'est de voir quels sont leurs impacts de nouveau en conditions très pratiques, en aquaponie ou même en hydroponie, puisqu'on a vu qu'en conditions de stress nutritif, nos bactéries donnent quand même des rendements très intéressants et on pourrait peut-être en hydroponie pure diminuer les concentrations habituelles d'éléments nutritifs et additionner avec des bactéries. Et donc la grande conclusion aussi bien du travail fait par Gilles que du travail fait par Mathilde, c'est qu'on s'est rendu compte que l'aquaponie est vraiment une source de micro-organismes bénéfiques pour la protection et la nutrition des plantes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc ici, vous voyez notre équipe avec Mathilde et Gilles. Et puis ça, c'est l'équipe GreenSurf qui s'occupe donc la fameuse start-up qui s'occupe d'accompagner les projets des promoteurs immobiliers, etc. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on fait comme activité, n'hésitez pas à photographier le code QR ici et vous aurez accès à notre brochure. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et évidemment, je suis aussi prêt pour vos questions. Oui, alors Sam, dans la conversation, j'ai déjà répondu à pas mal de petites questions qui demandaient des détails, on va dire, et donc j'ai répondu. Il y a des questions, les questions auxquelles j'ai pas répondu, ça concernait plutôt l'aspect production des poissons, l'aspect un peu consommation énergétique de tous ces systèmes-là. Et au final, c'est un petit peu lié, donc c'est ça que je regroupe les questions là-dedans. On proposait, enfin, ils émettaient la nécessité d'essayer de développer des systèmes et des modèles, donc de construire des modèles viables, quoi. Ok. Viabilité de l'aquaponie. Ok. Donc, alors, je vous ai parlé de tous les avantages du système aquaponique parmi les intrants. On diminue la consommation d'eau, on diminue les consommations d'éléments nutritifs, pour les plantes en tout cas. Mais c'est clair que pour faire fonctionner ces systèmes, on a besoin d'énergie. Il y a des pompes qui font circuler l'eau. Et donc là, c'est un désavantage du système aquaponique, tout comme l'hydroponie par exemple. Et donc là, il faut vraiment essayer de trouver une façon de produire une énergie qui va être non polluante ou qui ne dégage pas de CO2. Et donc, on a un programme en cours, je ne vous en ai pas parlé, mais on a un programme qui vise à équiper nos systèmes aquaponiques de panneaux photovoltaïques pour certains aspects de soit chauffage d'eau, soit éclairage des plantes. Et on va essayer de voir si on peut tenir la route aussi au niveau énergétique. C'est le point faible de l'aquaponie, c'est cet aspect énergétique, il ne faut pas le cacher. Au niveau de la production des poissons, on peut se trouver exactement dans les mêmes niveaux de production que l'aquaculture recirculée, sans les plantes. Donc là, il n'y a pas de souci, on est dans les mêmes rendements. On a fait nos essais, on a quantifié sur la PAVBOX au niveau des tilapias. Il y a aussi la conversion de l'aliment que l'on donnait. On est vraiment dans les normes, un indice de conversion de 1,2, 1,3, donc on est bon. Il faut vous dire aussi que, ça j'en ai pas parlé, pour le système Sapristi, donc le pilote industriel, on a travaillé à partir aussi de truites. Hein, on a élevé des truites, qui sont des poissons beaucoup plus sensibles que le tilapia. Hein, comme Gilles le disait, quand on est au départ spécialiste des plantes, on est surtout sur... on se fait la main quelque part avec les tilapias qui tolèrent différentes conditions un peu fluctuantes.
Les truites, ce n'est pas du tout le cas, donc, mais on y est arrivé. On est aussi arrivé à travailler avec des esturgeons donc, et produire des plantes comestibles avec ce type de poisson. Donc, on peut arriver à des choses viables, ce n'est pas juste pour la science, avec des poissons commercialisables dans nos marchés. Et il existe déjà des systèmes aquaponiques en Europe, que ce soit en France, en Belgique, et des entreprises de fermes aquaponiques qui vivent de l'aquaponie. Donc il est possible vraiment d'aller vers une entreprise avec une rentabilité économique. Alors, il y a d'autres questions qui sont apparues. Enfin, une qui est parvenue très souvent, mais je pense qu'il y a moyen de discuter pas mal là-dessus. Il y avait une question sur la méthanisation des boues, donc la digestion des boues. Et vu qu'au laboratoire, on a beaucoup travaillé là-dessus, je pense qu'Essam pourra pas mal nous en parler. Oui, alors on travaille aussi là-dessus. Donc d'abord, pour bien faire fonctionner un système aquaponique, on doit enlever les particules solides du système aquaponique. Ce sont des particules ou des déjections qui sont encore fort chargées en carbone. Et si on les laisse dans le système, d'abord physiquement ça bouge le système, mais aussi ça ne va pas favoriser les populations de bactéries qui vont transformer l'ammoniac ou l'ammonium en nitrite puis en nitrate. Donc ces boues, on les écarte et qu'est-ce qu'on en fait? On a effectivement vu qu'il restait pas mal de nitrate, il restait beaucoup de phosphate, un peu de potassium. Et donc l'idée, c'est de travailler à la digestion aérobique ou anaérobique de ces boues pour continuer la minéralisation et pouvoir les réinjecter dans le système. Donc ce sont des choses que l'on a travaillé un petit peu et on va continuer. Et l'idée, c'est d'évoluer vers la bioponie. Donc quelque part, l'aquaponie, c'est un exemple de bioponie et la bioponie, c'est l'hydroponie où les éléments nutritifs des plantes sont biosourcés à partir de déjections de poissons, mais ça peut être des déjections d'autres animaux, d'élevage, les poules, les chèvres, et donc on y travaille aussi. Merci pour la réponse. Alors, une question. Si j'ai bien compris dans le cadre du test mené, les systèmes aquaponiques étaient tous en tilapia. Si oui, prévoyez-vous de caractériser le microbiote de l'eau aquaponique d'autres espèces piscicoles? Tu peux répéter, j'étais en train de lire en même temps les questions. Donc la question c'était si, je pense d'un point de vue micro-organisme, si on avait étudié que des systèmes ayant élevé des tilapias. Là, je pense pouvoir répondre oui, hein, mais après je laisserai répondre. Et est-ce qu'on a prévu de caractériser pour d'autres espèces? Alors, donc, je pense effectivement que ce serait intéressant de faire des caractérisations d'autres espèces, du microbiote pour d'autres espèces. On sait que pour les plantes, il y a certaines espèces qu'on retrouve assez souvent, quelles que soient les racines, et puis il y a parfois des micro-organismes qui sont vraiment spécifiques à telle ou telle plante. Donc, je pense aussi que pour les poissons, ça devrait être la même chose, donc ce serait intéressant effectivement de le faire. Et j'ai vu aussi, lors de la présentation de Gilles, qu'il y avait une question sur est-ce que l'alimentation des poissons va orienter ou influencer le microbiote? Et la réponse est oui. Et selon le poisson, on a des poissons qui sont carnivores, d'autres qui sont omnivores, et déjà rien que ça, la charge de protéines à donner va être différente, et donc derrière, une fois que c'est transformé, la charge en azote, donc que ce soit sous forme ammonium, ammoniac, etc., va être différente. Et donc, sans doute que ça va influencer aussi la composition du microbiote. Si je peux d'ailleurs complémenter l'information, il y a effectivement le poisson qui va influencer le microbiote, de par notamment la nourriture. Maintenant, il y a toute une série de facteurs qui vont rentrer en compte. Via le poisson, on ne va pas forcément utiliser les mêmes ranges de température, le même range de pH, la même teneur en matière organique dans l'eau. Rien que aussi l'aspect renouvellement de l'eau, gestion des boues.
Et puis aussi, hyper important, mais il y a les plantes. Si on utilise une monoespèce dans le système, vs des plantes différentes, des espèces différentes de plantes, et même on peut observer, donc ça c'est pas des études à nous, hein, mais lorsqu'on regarde ce qui a déjà été fait en hydroponie, on se rend compte qu'on n'a pas le même microbiote racinaire dans un même système si on cultive par exemple, j'invente, de la laitue ou de la tomate, et qu'on observe même des différences en fonction du stade physiologique de la plante ou même de la variété de la plante. Donc effectivement, le microbiote peut énormément varier d'un système à l'autre, d'un poisson à l'autre. Maintenant, je ne dis pas que c'est totalement différent. Il y a sûrement des micro-organismes qui reviennent avec éventuellement un corps microbiote, quoi. Ok. Je me suis permis de remettre la dernière slide parce que j'ai vu dans le chat que certaines personnes voulaient avoir accès au QR code. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions que j'aurais loupées? Alors, il y avait une question, oui, de nouveau sur l'aliment avec protéines végétales ou animales. Je pense qu'effectivement, ça peut jouer. Oui. D'ailleurs, au début, on élevait nos tilapias avec de l'aliment avec des protéines uniquement végétales, et puis au final, on est passé sur, on va dire, quelque chose de plus conventionnel. Mais malheureusement, voilà, on n'a pas fait l'étude avant-après, mais ça aurait été intéressant, quoi. Oui, et c'est vrai que quand on a des poissons omnivores, ils consomment moins de protéines. Et donc, dans ce cas-là, c'est possible que l'alimentation soit uniquement végétale et qu'on trouve suffisamment d'acides aminés dans les végétaux. Une fois qu'on passe à une alimentation pour un carnivore, c'est plus difficile. Et dans ce cadre-là, on a travaillé, je vous ai montré sur la plateforme Wasabi les conteneurs producteurs d'insectes. On a travaillé avec notre collègue Frédéric Francis, qui produit des larves de la mouche soldat noire. On en a fait un pellet pour une alimentation formulée pour les poissons. On a eu des bons résultats, pour la truite en fait. On a eu des bons résultats. Et donc, ici aussi, même, on peut essayer d'arriver à nourrir les poissons carnivores avec un moindre impact pour l'environnement. Je vois une question ici intéressante. La question est, vu qu'on a montré un peu dans nos études que via l'application des micro-organismes, on avait des meilleurs rendements par rapport à l'hydroponie. Et donc la question, est-ce que on pourrait exploiter ces résultats en disant, par rapport à l'hydroponie, on va mettre moins de nutriments, mais si on rajoute des bonnes bactéries, mais donc quelque part on gagne en engrais, on va dire, on en met moins, mais on a quand même les mêmes rendements. Est-ce que ce serait intéressant? Tout à fait. Et c'est un peu le but après. C'est vraiment ça l'idée, c'est que on reteste en hydroponie plus conventionnelle et que l'on voit si en diminuant de moitié la charge en éléments minéraux plus le consortium de bactéries, est-ce qu'on va avoir des rendements similaires à une charge totale en éléments nutritifs. Il faudra faire attention que parfois on a une belle croissance, mais on doit aussi regarder le contenu de la plante en éléments nutritifs. Il faut que ça reste bien nutritif et des qualités nutritives pour nous qui allons la manger. Donc la réponse n'est pas si simple. Peut-être qu'on va avoir la même croissance, mais qu'après, le contenu nutritif ne sera pas le même. Donc on doit vérifier tout ça. C'est la suite des travaux de Mathilde, c'est en partie cela. Oui. Puis il faut pas oublier que voilà, même si on obtient des mêmes poids de laitue, il y a quand même, c'est possible d'avoir des éléments un peu stressants qui fait que d'un point de vue visuel, la laitue serait peut-être moins commercialisable. On imagine une laitue en aquaponie, au final plus grande que l'hydroponie, mais si elle est légèrement chlorosée, légèrement jaune, peut-être qu'elle sera aussi moins bien vendue. Donc il y a un peu cet aspect-là aussi qu'on peut penser.
Sinon, il y avait une question sur les oligo-éléments. Si on mesurait, on rajoutait nous-mêmes. En tout cas, on mesure nous-mêmes le fer dans les oligo-éléments. Le reste, on ne le faisait pas. Après, je sais plus, je pense qu'on analysait aussi la teneur dans les laitues. Ça me peut. Oui, on a déjà fait ce qu'on appelle des bilans de masse. Donc ça, c'était les travaux antérieurs à Gilles et Mathilde, qui ont orienté nos travaux justement vers l'étude du microbiote. On a fait des essais où on regarde un petit peu le contenu en éléments, en macro et micro-éléments nutritifs dans l'eau aquaponique, ce qui se retrouve dans les plantes. Et c'est ça les balances de masse, c'est de pouvoir voir, on donne l'alimentation du poisson, après comment ça se distribue. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver tout et où est-ce que ça se distribue dans le système? Beaucoup restent dans l'eau évidemment, il y en a qui sont écartés avec les déjections et une partie va vers les plantes. Et donc oui, on fait ce genre de choses. Voilà, je ne sais pas si on clôture les questions ici. Oui, je vois qu'il y a l'aspect économique. Oui. Donc c'est peut-être l'occasion de dire qu'on aura une deuxième visioconférence sur l'aquaponie avec les aspects plus de marché et économique. Peut-être vous dire aussi dès à présent qu'il existe des systèmes aquaponiques extrêmement industriels où une aquaculture qui produit plusieurs centaines de tonnes de kilos de poissons par an s'est mis à côté d'un sériste sur 10 hectares. Et donc, il y a des échanges, d'une part de l'eau d'aquaculture vers les tomates, hein, c'est des cultures de tomates, et en contrepartie, il y a des échanges énergétiques où le producteur de tomates a son propre système de génération d'énergie avec un trop-plein, et donc, de ce côté-là, il y a un échange quelque part de bons procédés entre point de vue énergie et point de vue eau aquacole. Voilà. Je pense qu'on arrive à la fin de la session. Hein, on a 1h30. Et donc peut-être vous dire qu'on aura à nouveau un séminaire commun, hein, les rendez-vous de l'agriculture urbaine, le 26 janvier. Marilyn, je ne sais pas si tu veux annoncer Je n'ai plus en tête. Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est ce que je vous aurais proposé de faire. Donc, merci pour ce webinaire là, fort enrichissant à vous deux. C'était très, très intéressant. Je pense que c'est partagé par tous et toutes au nombre de questions qu'on a aujourd'hui. Donc, le prochain webinaire des rendez-vous agri-urbains, donc cette série de rendez-vous en ligne organisée par le Centre de recherche en agriculture urbaine de l'Université de Liège et le laboratoire sur l'agriculture urbaine. Donc, le prochain rendez-vous portera sur les différents modèles existants pour le développement des entreprises agricoles urbaines. Donc, le titre est Entre incubateurs, espace-test ou motel agricole. Quel modèle pour le développement des entreprises agricoles urbaines et périurbaines? Exceptionnellement, ce webinaire sera bilingue, donc en français et en anglais, parce que nous avons le plaisir de vous proposer un panel avec des intervenants d'un peu partout. Il y aura bien sûr des gens de Bruxelles, donc de la Belgique. Il y aura des gens de Montréal, du Québec, au Canada. Et nous aurons également quelqu'un de Chicago, donc des États-Unis. Donc, le tout sera animé par Camille Huot, donc, qui est du laboratoire sur l'agriculture urbaine. Encore une fois, en ligne, à midi au Québec, à 18h en Belgique. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Les informations sont disponibles sur le site web de OLAB au www.au-lab.ca. Peut-être que le CERO là, les a déjà aussi, je crois, également sur son site web. Le formulaire d'inscription est désormais là, en ligne en date d'aujourd'hui, donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et puis, voilà, on vous remercie. Vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée selon où vous êtes situé. Voilà, peut-être juste ajouter effectivement que dans le mail que vous avez reçu qui confirme votre invitation, il y a aussi le lien pour les inscriptions qui sont organisées chez nous. Donc, vous avez, avec OLAB et nous, je pense, toutes les informations pour pouvoir vous inscrire.
Et je me permets de rajouter le lien vers le site web d'OLAB là, parce que c'est celui que j'ai sous la main qu'on vient de le demander, mais bien sûr, vous pouvez vous référer à celui du CIRO également. Et sinon, j'ai vu des questions pour l'enregistrement. Ça a bien été enregistré et on pourra vous communiquer alors l'enregistrement de la session d'aujourd'hui par mail. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Merci à tous et toutes et bonne soirée aussi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.